Bonjour messieurs, bonjour, votre commandant de bord. Je vous souhaite bienvenue à bord de ce Boeing 777 à destination de Paris. Votre départ est imminent. Madame, Monsieur, bienvenue à l'aéroport de Taïfa. Il est 5h43 en heure locale. Mesdames et messieurs, il y a un embarquement immédiat. Embarquement immédiat du volet Midi 435 à destination de Regatta et Bora Bora. Notre temps de vol jusqu'à Ayatea, première escale est d'environ 35 minutes. Votre commandant de bord, Taïman Nadir Irudir et son équipage vous souhaite un agréable séjour à Ayatea et une très belle journée. On a toujours ce besoin d'évasion, de montrer aux enfants différents paysages, que ce soit en France mais aussi en Europe. Beaucoup axé quand même sur la mer. On fait passer beaucoup de temps en Corse, en Sardaigne, en Croatie. Le rêve de la Polynésie, c'est dans les imaginaires, la carte postale, quoi, voilà. Le lagon. On a été jeune professeur de PS. Et on a voulu, il a commencé par vouloir être muté en Guyane, je l'ai rejoint. Et donc on a fait 8 années de vie d'expatrié en Guyane. Puis après on est rentré en métropole à Nice. La demande de la Polynésie, c'est vraiment le projet familial. C'était tous les 5, on voulait la Polynésie. Et on a réalisé notre rêve de venir en Polynésie. On a demandé cette mutation. Et voilà, ça fait 4 ans maintenant qu'on est sur Raiatea et Uturoa. Ici, arrivé en Polynésie, le plaisir c'était retrouver le jardin. J'ai commencé à récupérer des plantes partout où je pouvais. C'est ma passion des orchidées, des broméliacées.
Les bords de route, quand les gens coupent leur jardin, ben, je bouture et je récupère. C'est un partage à chaque fois que les gens me voient jardiner à l'extérieur de la maison. Ça ressemble à ce qu'eux font, nettoyer son jardin et tout. Et donc souvent ça amène des discussions. Et ça, c'est un plaisir total. Voilà, c'est des petites passions qui permettent de rencontrer aussi du monde. Là-bas, si tu peux venir voir, il y a les poissons jaunes en banc. Il y en a 30 et c'est trop beau. Le deuxième jardin qui est aussi une fierté familiale, c'est le jardin de corail. Voilà, l'idée c'est que les coraux sont cassés souvent par des bateaux qui jettent leur ancre dedans. Et quand ils sont cassés, plutôt que de les laisser reprendre à l'endroit où ils sont, on peut en prendre un morceau, le faire pousser, c'est assez simple. Il y a beaucoup de coraux différents dans mon jardin de corail. Ça attire les petits poissons, c'est une nurserie. J'ai fait une collection de bénitiers en fonction des couleurs qui existent, qui vont du noir au rose, au bleu, au vert turquoise. Un bénitier en France, c'est, on va dire, ces tailles-là, là, ça doit être 400 ou 500 € pour mettre dans un aquarium. Et c'est donc c'est du luxe quoi. Pour un aquariophile, moi j'en ai jamais eu. Hein. Et c'est vrai qu'ici, j'en avais partout et ça fait partie du plaisir. Donc c'est vraiment notre jardin, enfin la quantité du jardin, c'est le lagon. Donc tous les loisirs sont axés au lagon. L'idée, c'était le plus rapidement possible d'avoir un bateau parce que les plages sur Ayatea sont sur les Motus. Voilà, on a vite trouvé, vite choisi un bateau pratique qui nous permet de faire le tour de l'île le jour où on en a envie, et Taha ou Rayatea. Les balades en bateau, la pêche, la chasse sous-marine, les balades sur les barrières de corail, les balades au Motu. Tous nos temps libres, on le passe quand il fait beau dans le lagon. Et juste traverser en face de nous, traverser le lagon et aller marcher, se ressourcer, ça ne dure pas longtemps, mais ça fait un bien fou de couper, quoi. De couper, d'être au milieu de la nature. C'est ce qui a rendu notre expérience magnifique et magique. Hein. Avec la culture bien sûr polynésienne, les gens, c'est pas que le lagon, c'est un tout en fait, mais le lagon en fait partie. Hein. C'est tellement riche. Et la nature compense largement l'absence de cinéma ou de théâtre dans une petite île et l'absence de soirées, restaurants ou je ne sais quoi. Les voyages, c'est ce qui nous a aussi motivés, hein, c'est la découverte du Pacifique. On a pu découvrir la Nouvelle-Zélande avant la Covid, l'Australie, c'était magique, hein, c'est des grands voyages comme on aime faire en famille. Après, on a pu découvrir la Polynésie, on est allé à Makatea, on est allé au Gambier, des endroits éloignés, les Marquises. On a découvert la plongée quand on était un peu plus jeune. Et là, du coup, on a commencé à passer notre niveau 1, notre niveau 2, et là, on est en plein dans le niveau 3. Et ça nous a permis déjà de découvrir plein de spots magnifiques sur Rayatea, mais aussi dans les différentes îles qu'on a visitées. Rangiroa, Whakarawak et Tikeo qui sont des spots mondialement connus. On a pu les faire grâce à ce niveau 2 qu'on a passé. On note sur nos petits carnets, on est tout le temps en recherche de voir les différents poissons qu'on a sur notre carnet de plongée et on est content de les voir, de les observer. C'est un rêve d'enfant, les dauphins, et on a un spot en Polynésie, Rangiroa, où on peut nager avec les dauphins dans un milieu sauvage, hein, naturel. Donc voilà, c'est des moments qu'on vit en famille, c'est magique. Donc ouais, le rêve s'est réalisé en fait. En juillet, on part. Donc on nous remet sur le vol retour, hein, les fonctionnaires. Et les enfants, peut-être qu'ils reviendront
ils se projettent en Polynésie. Soit la Guyane, soit la Polynésie, Ouais, mais ils veulent revenir vivre dans les Outre-mer. Voilà. Non, como il faut balancer avec la musique, quoi. La cadence, papa. Moi, je suis originaire de Mopiti, Baïa. Moi, j'ai grandi dans la pêche côté mon papa. Hein? Ouais. À Mopiti, je pêchais du poisson, filet. Hein? Et ma maman, elle est dans l'artisanat alors. Mais ma maman, elle m'a appris aussi beaucoup de choses. Elle fait des colliers longs, elle fait de tout, quoi, hein? Des rats de cou. Et là, de temps en temps, je suis dans l'artisanat aussi. Je fais un peu artisanat et un peu pêche. J'ai trouvé un pêcheur de Raiatea, comme le papa il est de Mopiti alors. Hein? Alors du coup, la maman elle est sur Raiatea, alors de chaque vacances, il descend sur Mopiti. Et voilà. Et du coup, on s'est fréquentés. J'ai eu 5 enfants avec Philippe. Ma fille aînée, elle a 18 ans. Et mon dernier, il a 9 ans. Ouais, ils ont grandi aussi dans la pêche. Depuis en 2010, on est revenu sur Raiatea. Parce que comme il y a la maman aussi qui est souvent tombée malade, quoi, hein, alors on a pensé que Philippe vienne à côté pour garder sa maman. Voilà. Alors ici à Raiatea, c'est comme à Mopiti aussi. Il y a le farapo. On fait un peu de copra, il y a un peu le nono à côté. Et il y a la pêche. C'est pour vivre, quoi, hein? Voilà. Ouais! Ouais! Voilà! En fait, il y a tout à manger dans l'eau. Dans la mer, il y a tout ce qu'il faut. Tu ne crèves pas de faim. Après, ils font le réconfort. Les gens qui vont à la pêche, quand ils reviennent, il y a toujours l'apéro. C'est la fête, quoi. Coucou! Là, on va les nettoyer. C'est chez moi. Demain, je vais mettre beaucoup de lait de coco dedans. Déjà l'eau à la bouche. Voilà. Et là, c'est propre. Ano, totally sama tatati ah. Ano, totally sama tatati ah. Non. Ouais, il y a 4 pots quoi, hein. Tout, j'ai pris un pot pour nous, pour le repas de dimanche matin. Et les autres pots alors? En fait, je les ai emmenés pour le cousin et d'autres on a vendu. En fait, le week-end, c'est toute la famille qui va au moto. On fait avec les tontons, les tatis, les nièces, on fait la famille, quoi. Hein? C'est juste pour aller sur stand-by, quoi. Hein? Voilà. C'est, comment je te dis, c'est paradis, voilà.
de moto, c'est ça. Il y a toujours du ouro, du passant, du fanfaro, du poé. C'est dommage, il n'y a pas de potiron. Hein? Oh, c'est dommage. Et de la musique? Avec la musique et avec ça, n'oublie pas. Hein? J'ai enlevé ma. Non, papa, je vais mettre dans un plat. Non, 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 non. Ah, mais on va pas, on va manger, nous. Hey, come on. Hey, oh, ready. Hey. La discurie. Hey. Pas trop, hein? Ok. Mais avec du poisson, hein? Un petit peu. Non, en fait, c'est le poisson qu'on a pêché hier. Ouais. Ton bébé. Du miel aussi, fafaro.
Des droits, hein. J'ai pas de miroir. On vit dans l'abondance, non? Et elle est généreuse, la terre. Tu as tout ce qu'il faut de ce que la nature peut te donner. Le Fahabou, c'est ça. Et elle est riche, elle est belle. C'est une vie. Je suis issue d'une famille déjà qui est dans l'agriculture. J'ai grandi à Titi. Et dans les petites vacances, on venait ici à Riatia pour passer des vacances, dans les Fahabou, aller à la pêche aussi. On était bien à cette époque-là, avec les parents. Après, je me suis mise en ménage. J'ai gagné bien ma vie à RFO en tant qu'aide comptable. Et j'ai dû revenir ici sur Riatia pour m'occuper de ma maman et de mon papa. Et je suis repartie encore rejoindre mon tani sur les Tuamotu. Je suis revenue au Fénois parce que je n'aime pas les Tuamotu, la vie aux Tuamotu. Donc j'ai préféré revenir sur Riatia parce que j'aime la terre. Et je préfère planter que d'aller faire des élevages de poissons ou pêcher, c'est pas mon truc ça. Quand j'ai démarré mon agriculture, j'étais toute seule. J'avais mes 4 enfants, 2 en bas âge. Et j'avais pas réellement les moyens. Non, on peut dire que j'avais pas du tout de moyens. Mais j'ai dû faire face parce que je voulais vraiment produire et manger ce que je produis. Après, ça fait une quinzaine d'années, non plus de 15 à 20 ans quand même, je suis agricultrice. Ce n'est pas que le taro que j'ai choisi ici, mais là, c'est mon produit phare. J'ai de la vanille, des feuilles, des citronniers, de la cocoterie. J'ai choisi le taro parce que c'est une racine qu'on mange souvent nous, les Maoris. Donc d'abord, c'est parce que j'aime manger le taro. Je ne vais pas crever demain de faim. Je travaille les samedis avec mes enfants et mon tani. Toute la famille est dans le Fahabou avec moi. Ils connaissent la valeur de la terre. Et ils savent tous que ce n'est pas pour rien que je travaille. C'est aussi pour les nourrir. Et que quelque part, on peut gagner aussi de l'argent. Mon aîné de fils, lui maintenant, quand il a besoin des sous, ben, il va se chercher des cocos pour pouvoir faire du copra. On vit une vie très simple. C'est pas farfelu. Le taro, on peut le transformer sur n'importe quelle forme. C'est-à-dire que moi, je les découpe de différentes manières, en demi-lune, en rondelles et en cubes. Donc pour eux, ils ont juste à cuire facilement le taro. Donc je suis partie sur de l'agro-transformation. Je me suis montée une petite entreprise avec l'appui de la DAG, les aides de la DAG.
Et je vais la construire, cette entreprise, en début 2023. Et enfin travailler ma transformation, qui est sur la farine, les différentes découpes bien sûr, et du poêle. Je veux arriver à ce que nous, ici en Polynésie, c'est un rêve, je ne sais pas, pouvons manger tout ce qui est produits locaux. Nos produits d'abord, parce que je trouve qu'on dépend trop de l'exportation. C'est vrai que l'agro-transformation va me prendre encore plus d'énergie. C'est pour ça que je pense déléguer cette partie-là à mes enfants. C'est le rêve de maman, ça. Mais je pense qu'ils vont vouloir revenir. Parce que ce que je fais a du sens, on va dire. Et qu'en ce moment aussi, on a quand même du mal aussi à trouver du travail. Et ce que je leur prépare, on va dire que ça peut porter loin. Si vous regardez bien sur notre drapeau polynésien, il y est. Hein. C'est le va, tu vois, c'est la pirogue d'eau, ben, c'est notre identité en fait. À l'époque, hein, c'était essentiellement destiné à la pêche. Hein, à la pêche et aussi à la guerre. Hein, voilà. C'était des moyens de transport. Lorsque les chefs des clans se déplaçaient, ils se déplaçaient en pirogue. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de moteur. Par contre, ce n'était pas des à balancer comme ceci, hein, c'était des pirogues à voile. À Raiatea, il y a la grande famille des Tupaya, hein, ils ont découvert le Pacifique. Ben, on dit que nous sommes les grands navigateurs, ben, c'est une fierté pour nous. Hein. Donc le fait d'être sur l'eau, ben, c'est aussi ressasser un peu hein, ça c'est un petit peu l'histoire. Hein. Depuis toute petite, mon terrain de jeu, c'est le lagon. J'ai fait toute ma scolarité à Raiatea, hein, et juste après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai souhaité faire une année sabbatique. Hein. J'ai eu l'occasion de pouvoir partir en France et où j'ai travaillé en tant que barman dans une auberge. Voilà, j'ai fait une saison là-bas. J'ai souhaité faire une saison d'hiver, mais seulement le froid a fait que j'ai tout de suite voulu rentrer chez moi. Hein. On dit que le corps c'est l'homme, le balancier c'est la femme porte l'homme. Bienvenue au paradis les amis, hein? Avec mon chéri, hein, on a essayé de concilier nos passions pour réaliser un métier que aujourd'hui on exerce tous les deux. Se diversifier. C'est ça aussi qu'on a décidé ensemble de faire. Hein, de faire quelque chose qui n'existe pas déjà à Raiatea pour être sur le marché et, voilà, et répondre au mieux hein, à la demande des touristes, hein, parce qu'il y a de la demande, hein, mais il n'y a pas assez d'offres. Hein. On a choisi de donner le nom de notre société Manouya. Pourquoi Manouya? Parce que dans Manouya, il y a... Chez nous, on appelle ça le mana. Hein. Et Manouya, ça veut dire santé, ça veut dire réussite. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite pour notre entreprise.
Et aussi et surtout parce que Manouya, à chaque fois qu'on trinque, inoubliable. Jamais on va oublier ce nom-là. Hein. Voilà, Manouya, Chin. Voilà. Et pourquoi adventureuse? Parce que c'est dans la nature, c'est dans le milieu naturel. Tout le monde, tous ensemble, on va aller ramasser des noix de coco. Hein? Tout ce qui est dans la nature, on va les utiliser. Noix de coco. Alors, juste un petit conseil, on ne reste pas sous les cocotiers. Ça tue plus de 200 personnes par an, plus que les requins, les morsures de requins. Hein? On s'est dit qu'à côté de ça, on ne va pas juste faire aimer les clients, hein, les touristes. On va leur faire, on va partager aussi notre culture à travers quelques autres ateliers, donc des ateliers de percussion, ateliers culinaires. On va aussi faire partager nos sports traditionnels en demi-journée sur 3h30. Hein, et sur une journée avec environ 6 à 7 heures d'atelier avec nous. Hein. On essaie de faire de notre mieux pour expliquer au mieux les valeurs de notre sport traditionnel. C'est la préservation, hein, de l'environnement, la préservation de l'écosystème. Hein. Ça c'est très important. C'est des petits messages aussi qu'on fait passer, qu'on essaie du moins de faire passer à nos guests, hein, à nos clients, à nos invités. Et je vois bien que ça leur plaît aussi, hein, parce que c'est un minimum qu'on doit à la nature. Hein, parce que nous utilisons le milieu naturel et on se doit, en tout cas, nous, c'est notre politique, hein, on se doit vraiment de rendre, hein, à la nature ce qu'elle nous donne en fait. Mis à part notre activité touristique, on a aussi on accueille à l'école de VA de mon club. Hein. Parce que quand tu fais du VA, c'est pas juste t'asseoir dans une embarcation. Tu peux pas agir individuellement. Tu es obligé d'être en équipe, de travailler en équipe. Et c'est ça aussi les valeurs de ce sport que j'aime beaucoup. Hein. C'est l'unité, tu peux faire que 1 pour 6. Et c'est le taroué, comme on dit chez nous. Hein. Allez, on déjeuner. Côté environnement, toujours, hein, on va appuyer sur ça, on essaie d'apporter un petit plus en leur donnant un peu des directives. Hein. C'est un peu le but aussi, hein, de sensibiliser les élèves. Parce que des fois, ils appréhendent quand ils voient des tortues, ils appréhendent de voir des requins. Et des fois, ils ont envie tout de suite de tuer le requin ou quoi, je sais pas. Mais nous, on est là pour leur dire que le requin est dans son milieu naturel. On fait des petits piqûres de rappel. Hein. C'est nous qui sommes... en fait, c'est nous les étrangers sur le plan d'eau. Ce n'étaient pas des notables, mais des simples gens, quoi. Monsieur tout le monde, Madame tout le monde.
En fait, nous, on est des simples retraités, hein, on n'est pas du tout indexés. On n'a pas d'indexation comme beaucoup de personnes ici. On a notre retraite comme si on vivait en France. Une petite retraite d'infirmière. Donc on essaye de vivre le plus simplement possible avec les produits locaux. D'abord, parce que ça fait vivre les familles ici. Et ça, c'est important. On n'a surtout plus les mêmes besoins, rien que vestimentaire. Nous, on n'a plus de vêtements, hein. On n'a que des tongs. On n'a plus de chaussures. On n'a que des tongs et des vêtements d'été. Moi, je coupe en petits tronçons, je mets dans la salade. Nous, on habitait en fait dans les Hautes-Alpes. Et bon, en région de Briançon. C'était vraiment, l'hiver était très long, très rude. Et à nos âges, la pelle à neige, ça va 5 minutes. Mal au dos, mal aux épaules. Donc on m'a dit qu'il faut qu'on trouve une autre solution. Et étant donné que notre fille était partie s'installer en Australie et qu'on est allé fréquemment en voyage en Australie pour lui rendre visite, on a dit on va essayer de se trouver un pied-à-terre pas trop loin par rapprochement familial en fait. Ouais, en Polynésie. Voilà. En plus, notre fils avait un copain natif de Raiatea et c'est lui qui nous a incités à venir en fait à Raiatea, nous disant que c'était la plus belle île. Ce qui est vrai. Ce qu'on a pu constater, voilà. On a pris nos billets en 15 jours, on a passé 15 jours ici. Au bout de 15 jours, on a signé un compromis pour le terrain où on se trouve. On a rencontré un entrepreneur et on a fait construire notre maison. Voilà, donc c'était un peu l'aventure parce qu'on ne connaissait pas du tout. Il y a beaucoup de gens retraités comme nous des Français, des métropolitains retraités qui ont fait la même démarche que nous, peut-être plus réfléchis parce qu'ils sont arrivés avec leurs conteneurs, leurs affaires. Raiatea, c'est le centre administratif des îles sous le vent. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout sous la main. Il y a l'hôpital, il y a au niveau pour faire les démarches administratives, il y a tout quoi. Donc c'est un bon compromis. On a été tout de suite séduits par le sud de l'île parce que c'était sauvage. Il n'y avait rien. Bon, nous on est retraités, on n'a pas besoin d'être en ville en permanence. On y va une fois par semaine, ça suffit amplement. On a l'impression d'être loin de la ville. Quand on discute avec les Polynésiens, qu'est-ce qu'ils disent tout de suite? Ouh là là, mais c'est loin quand on dit qu'on est à Faro. Il y a 40 minutes de route. Bon, pour nous, c'est rien du tout. 30 km, quoi, c'est rien du tout. C'est rien du tout, on roule tranquillement. Le paysage est tellement beau que où qu'on passe, c'est magnifique. Moi, c'est mon rêve depuis petite fille. Et mon rêve, ça aurait été d'habiter à la mer. C'était vraiment un rêve. Bon, je savais que ça resterait à l'état de rêve. Et là, on arrive, on voit le terrain en bord de mer, mais vraiment en bord de mer, quoi. Ça a été le coup de foudre, quoi. On est arrivé à Raiatea avec nos 2 valises, notre ordinateur où on avait scanné les photos de famille dedans. Voilà, et puis on a racheté du tournevis à la brosse à dents, tout à zéro. On est reparti comme des jeunes. Le premier jour on a mangé assis dans le carrelage dans la maison, voilà, si on avait 20 ans, c'était assez original. C'était un pique-nique de luxe. Il faut dire qu'on a été accueillis aussi très bien par des familles de Polynésiens. On avait à l'époque une famille de Polynésiens qui, le premier Noël qu'on a passé ici, nous a dit venez passer Noël avec nous, vous faites partie de la famille maintenant, restez pas tout seul. Ça n'a pas de prix quoi. Bon, voilà, ça aide à l'installation. Bon, nous, on est très indépendants dans l'île, hein. On vit dans notre maison, on vit dans le jardin, on vit sur le lagon. Et en fait, on s'auto-suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Alors nous, quand on est arrivé ici, la première chose, c'était profiter du lagon. Quand on vieillit, on a plein de douleurs de partout, de l'arthrose, de l'arthrite. Et bien, quand on est dans l'eau, on ne ressent plus aucune douleur, parce qu'on est en apesanteur, donc c'est génial. Un antalgique naturel. Voilà. On va nager surtout essentiellement, hein. Donc on ne fait pas de chasse sous-marine. Il y a des endroits, soit sur le récif, soit vers les petits rochers, on va voir les poissons. Hein. Et on ne s'en lasse pas, hein, parce qu'en fait, c'est chaque fois différent. Il y a 2 jours, quand le lagon était à peu près calme, on revenait du petit rocher là-bas avec nos kayaks.
Tu as 2 raies, bon je sais pas si ça s'appelle comme ça, moi je dis ça comme ça parce qu'elles étaient blanches, 2 raies albinos qui passent sous le kayak. Je veux dire ça, bon, comment tu veux l'expliquer quoi? Tu ne peux pas l'expliquer. Ben, moi l'autre jour, je revenais avec mon kayak et il y a une tortue qui arrivait, mais elle avait la tête dans l'eau parce qu'elle devait chercher des algues à brouter. Donc elle a nagé, elle est passée tout le long de mon kayak, elle ne m'a pas vue. Et ben c'était, voilà, c'est le cadeau de la nature du soir. Quand tu vieillis, si tu ressens des petites douleurs à droite à gauche, tu en fais de moins en moins, et après, moins que tu en fais, ben, tu n'arrives plus. Plus t'as mal, puis ainsi de suite. Tu n'arrives plus à bouger, tu deviens complètement grabataire. Oh ben non. Non, non. Nous, on a notre piscine naturelle qui est là en face. Je veux mourir vivante, moi. Alors cette rivière, elle joue plusieurs rôles. D'abord le sang qui te berce toute la journée, qui te motive et tout. Quand tu as de la peine, tu vas dans la rivière, puis tu vois cette eau qui coule, et puis le sang de la rivière. Et la nuit, ça te berce. Et puis en même temps, c'est une eau guérissante parce qu'il y a toutes les racines de ces grands mapés qui vont dans la rivière. Et puis il y a les racines de bourreau aussi. En plus, ces racines-là, ils sont médicinales. Tu ressors de l'eau, tu es reboosté. C'est la rivière, c'est une rivière magique. Ici, je suis de la brousse, alors qu'avant de revenir ici, je vivais dans ce monde, même je vivais carrément dans le luxe. J'ai fait le tour du monde 2 ou 3 fois. Je voyageais en classe affaires, en business class, et puis j'allais dans les restaurants, dans les hôtels 5 étoiles et tout. Et jusqu'au jour où j'ai été très malade. J'avais eu un cancer du sein il y a 22 ans de cela. Et c'est à partir de cette maladie-là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je change de mode de vie. Puis en même temps, c'était une période très difficile sentimentalement. Je me séparais du papa de mes enfants et tout. Et donc, j'ai fui tout ça. Et je me suis dit, ben voilà Vicky, tu as goûté, mais tu n'as toujours pas trouvé ta place. Et c'est comme ça que j'ai pensé à ma terre ici. La terre où j'ai fait mes premiers pas, c'est-à-dire dans cette vallée qui s'appelle Tepuhapa Ofaita. Je repartais à zéro parce que c'est un divorce qui s'est très mal passé et tout. Je me retrouvais sans un franc. En arrivant ici, donc il fallait redémarrer à zéro. Il fallait enlever tous les pieds de falcata qui servaient inutilement. Le terrain était nu, il ne restait que la terre. Donc il a fallu replanter. Depuis le jour où j'ai été opérée, c'est-à-dire il y a 22 ans de cela, j'ai commencé à mettre de côté tout ce qui est carnivore et tout ce qui est laitage. Et bien sûr, tout ce qui est sucre, tout ce qui est beurre et tout, petit à petit, j'ai mis tout ça de côté. Puis après, jusqu'à maintenant, je me nourris avec les légumes, les fruits et le lait de vache. J'ai remplacé par le lait de coco, qui est encore meilleur. Voilà, et puis je me nourris aussi à base des graines germées, que je fais germer moi-même. Comme le coco germé, ça c'est plein de calcium, de phosphore et tout. Puis après j'ai planté les tarots, qui est plein de calcium et de phosphore, les patates douces, les manioc. Voilà quoi. Et puis j'ai fait mon propre potager, et comme ça je mange mes propres produits bio. Waouh! Mais quand mes fruitiers ont commencé à donner, alors là, le bonheur de manger ce que tes mains ont planté, et j'en donne aussi à ceux qui me le demandent.
Et d'ailleurs, pourquoi il y a tous ces arbres fruitiers qui entourent ma cuisine, ça je l'ai fait exprès, d'abord pour être à la portée de ma main. Ça a toujours été mon rêve, ça. Le corosol, c'est médicinal. Les feuilles, tu fais une tisane de feuilles, ça t'aide à bien dormir et en même temps, ça te guérit du cancer concernant le fruit et même les feuilles. Ensuite, tu passes à côté, il y a l'avocatier. Tu fais aussi des tisanes avec les feuilles. Et après, à côté, tu as le carambole. Le carambole, tu fais une tisane pour ceux qui ont le diabète. Enfin, chaque arbre fruitier que j'ai planté, c'est médicinal et ça se mange. Il n'y a pas de piment doux? C'est une pincée de piment doux, une pincée de curcuma. Quand on a pensé à faire ce livre de cuisine, alors je disais à ma fille, on va viser les familles polynésiennes. Parce que quand je vois le mal du siècle, mais c'est triste. L'obésité qui augmente, le diabète qui augmente. Et j'espère que ce livre qui va sortir, et je souhaite d'ailleurs, ça va beaucoup aider les familles polynésiennes parce qu'ils ne pourront pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Et les produits, ce sont nos produits. Tu ne vas pas acheter. Il y a le ourou, il y a le manioc, il y a le taro. Et les légumes, mais tu fais ton potager et tu manges tes produits. Comme ça, tu fais des économies aussi au lieu d'aller acheter. Niu Chak. Alors, Niu, c'est un mot en tahitien. Le Niu, c'est le fondement, c'est la base de toute chose. Niu Chak, bon, Chak, c'est le mot en anglais qui signifie refuge. Et déjà, le nom Te Puhapa au Faïta, Te Puhapa, qui signifie refuge. Et ça, on ne le savait pas. Un refuge qui s'adresse à toute personne intéressée à venir se connecter avec la nature. La plupart des gens qu'on reçoit ici, ils viennent pour se reposer et ils ont envie d'être seuls. Je dis toujours, et même les gens qui viennent ici, ils disent que ta vallée, elle est magique. Je dis, c'est vrai, et même ma vallée dégage quelque chose que tu ne ressens pas ailleurs. Il y a une bonne énergie d'abord, moi je leur réponds, c'est plutôt le mana. C'est le mana de mon ancêtre, c'est-à-dire de mon arrière-grand-mère qui est propriétaire de ce grand domaine. D'après les enquêtes autour du lagon, auprès des populations locales ou des pêcheurs, il y a moins de poissons qu'avant. Je dirais qu'il y a plusieurs paramètres. Les constructions, l'agriculture conventionnelle, avec aussi des pratiques où justement il y a le lessivage des sols et les particules de sol vont terminer dans le lagon, ça va recouvrir le récif frangeant où il y a les coraux. On cherche toujours à être plus proche de la mer, sur la mer. Et il y a eu pas mal de remblais sur le récif frangeant.
Sauf que le récif frangeant qui se trouve vraiment collé à l'île, c'est des zones de nurserie. Donc si on élimine les zones de nurserie, après c'est compliqué pour le développement de la faune lagonaire. Et du coup, pour nourrir aussi les populations locales. Parce que le lagon, comme disent ici les pêcheurs et la population locale, c'est le paterimaa, c'est le imiraa faufaa, donc le garde-manger et le gagne-pain. Donc c'est important de pouvoir préserver le lagon et les différentes zones du lagon qui sont des zones fonctionnelles écologiques différentes. J'ai fait des études d'école d'ingénieur en agronomie tropicale, spécialisée dans tout ce qui est projet de développement. Et par la suite, j'ai fait un Master 1 à Brest et ensuite un Master 2 à Montpellier en lien avec la gestion de l'environnement littoral et marin. J'ai fait mon deuxième stage avec un bureau d'études en Nouvelle-Calédonie, mais qui m'a envoyé en mission à Raiatea, à Opoa, sur la finalisation du dossier UNESCO et sur le projet intègre pour la gestion du lagon de Raiatea Taha. Je me suis lancée à mon propre compte, ça c'était en 2017. J'ai ouvert ma patente et du coup en fait me voilà finalement à rester alors que j'avais pas du tout prévu ça. Les différents contrats que je peux avoir, ça peut être aussi bien avec les communes, avec des organismes de recherche, avec des services du pays, avec des centres de formation. J'ai participé à l'inventaire marin du site UNESCO, à la création d'une zone de pêche réglementée et d'une aire marine éducative à Poriné. J'ai participé à différentes formations. Voilà, donc toujours un peu de terre, un peu de mer, puisque sur des petites îles, il faut pouvoir agir sur les deux pour protéger et préserver l'environnement. Dans mon travail, j'associe vraiment toujours l'homme à la nature. Je n'exclus jamais l'homme. Donc pour moi, c'est toujours important de trouver des solutions pour que l'homme puisse toujours puiser dans la nature quand il en a besoin, quand il en a envie, pour justement se nourrir ou se faire un petit peu d'argent. Voilà. Je commence par qui ou je laisse encore du temps? Un des projets sur lequel je travaille en ce moment, c'est une formation sur 1 an, qui est une formation d'installation en agriculture avec un FAAPU qui soit durable, rentable et viable. Donc on n'est pas sur des FAAPU d'autosuffisance alimentaire, on est vraiment sur des futurs agriculteurs, chefs d'entreprise, qui derrière vont pouvoir vivre de l'agriculture et nourrir les gens autour de nous. Ma pépinière se remplace. Je m'occupe de suivre 17 stagiaires. Alors on a une horticultrice, on a des vanilliculteurs, on a du maraîchage, donc tomates, concombres, carottes, aubergines. Donc je leur donne des cours en compta, gestion et en même temps je les suis en stage sur le terrain. Je travaille aussi à Opoa sur un autre projet qui est le projet Protège. L'objectif de ma mission, c'est de sensibiliser la population locale aux espèces exotiques envahissantes. Ça, une espèce exotique, espèce végétale ou animale, qui vient de l'extérieur. Elle devient envahissante quand elle va tuer les espèces locales. Ok, donc il est 30, donc un maximum 50. Je veux que vous reveniez ici avec des preuves des espèces envahissantes que vous avez pu voir autour de vous. Ça c'est le rocher, non?
Non, je crois que c'est le mien. Non. Au Kumoruru. Ça fait combien? 3 pouces. Ouais, je pense que je t'adore. Au-delà de ma vie professionnelle, j'appuie des associations. Par exemple, il y a une association qui se trouve à Tevaitoa, qui est une association de riverains et de pêcheurs locaux. Donc je les ai pas mal appuyés pour éviter un projet de marina qui allait abîmer une zone de récif rangeant qui est encore préservée et qui est aussi une zone de pêche. Et également une zone de biodiversité extrêmement importante. Je suis bénévole dans une association d'agriculture biologique. Et je suis très contente parce qu'au départ, on n'était que quelques agriculteurs et petit à petit, il y a des nouveaux qui se rajoutent. Et on a même 2 agricultrices qui étaient en conventionnel qui passent en bio, donc c'est pour moi une réussite. Hein. Et ce que j'ai énormément apprécié dans la culture, dans ma découverte de la culture polynésienne, c'est ce lien en fait. Il n'y a pas de différence entre nature et culture, c'est lié. Quand tu dis l'île sacrée, il faut remonter encore plus loin. Pourquoi elle est sacrée? On croit que Hawaii, c'était vraiment la terre d'origine des Polynésiens. Tout est parti, les premiers pirogues, pour les migrations. Certains Maoris ont été vraiment comparés le triangle polynésien comme une pieuvre. Et la tête même de la pieuvre, c'est Hawaii. Et puis il y a les tentacules qui rejoignent Hawaï au nord, sud-ouest, Aotearoa, Nouvelle-Zélande et les îles de Pâques, Rapa Nui à l'est. Et je suis né à Tahiti, grandi à Tahiti, d'une famille très pauvre. Mon père, originaire de cette vallée de Apu, une des vallées de l'île de Taha. Okay. Et ma maman, sa maman est de Mopiti et son papa les îles Cook. Donc je suis un peu de partout. Je suis sorti de l'école à 13 ans parce que je ne maîtrisais pas la langue française, parce que je parlais que tahitien. Mais je savais dessiner, c'est ça. Il y avait 2 chemins. De l'art culturel, tradition, la violence. C'est pas où je vais arriver. Et j'ai eu de la chance, quand j'étais dans la rue 1 an après, c'est la renaissance du tatouage. C'est ça qui m'a tout de suite, qui m'a sauvé. En 2008, je quitte moi et ma famille, ma petite famille, on quitte Wahine. Mon fils avait 11 ans, ma fille 5 ans. On l'a amené à Norfolk Island, comme la famille est là-bas. Après, j'ai bougé beaucoup sur la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et là, j'ai fait la connaissance des Maoris, des Samoa, des Rarotonga, les îles Cook, Tonga. Là, ça a été vraiment une ouverture, vraiment avec mes cousins. Là, tu vois, le même peuple qu'on est, nos mêmes origines. En 2008, j'ai un des petits frères qui est décédé ici à Taha. Et mon papa n'a pas pu gérer la terre, il est tout seul, âgé. Un de mes frères demande, je reviens à Taha pour s'occuper de la terre. Je lui ai répondu, je reviens. J'arrive ici, j'apprends quelque chose de nouveau. Ce retour, en tahitien, je dirais, c'est ce retour à la terre. Ça, c'est ma terre. La terre de mon papa, la terre de sa maman, ma grand-mère, des ancêtres, c'est ma terre. J'étais tout seul, j'avais pris la machette. Il faut tout couper. Couper les arbres, tout nettoyer. J'ai pas entendu, j'ai planté coco et par-dedans le ourou, la vapin, bananier. On était vraiment un peuple
liés à la nature. Imaginez, pendant des centaines d'années, ils ont vécu dans un silence. Ils écoutaient toujours la nature. Donc ils ont acquis un savoir. Ce savoir était donné par la nature. Le soleil, les étoiles, le vent, les oiseaux, la lune. Nous, l'humain, on fait partie, on est au centre. Mais après ces générations ont enseigné à la génération future, c'est ce qui est incroyable, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas d'écrit, tout était oral. Les Polynésiens, ils ont compris que la pierre avait beaucoup de qualité. La pierre, c'est puissant la pierre. Ils ont utilisé la pierre pour faire les marins. Et les pierres, ils jouent dans les rivières, l'eau. Tout c'était bien connecté avec vraiment tous les éléments qui les entouraient. Tout ce qui est dans la mer et tout ce qui est dans la terre. Je suis en pleine construction. Je suis en train de faire mon dernier marin. J'ai fait 2 à Wainé, j'ai fait 1 à Norfolk et j'ai fait 5 ici. C'est vraiment le marin, c'est le lien avec les ancêtres, c'est le lien avec la terre, c'est le lien avec le monde divin, c'est le lien avec les forces de la nature. Maintenant, dans le monde du tatouage, en tant que tatoueur, je tatoue à la maison, je n'ai pas mis un panneau, donc ce n'est pas pour n'importe qui que je vais tatouer. Et tu vas voir ma marque, c'est que des pierres, beaucoup de pierres, des pétroglyphes, des oiseaux, des poissons, des constellations stellaires, étoiles, les Pléiades, la lune, le soleil, le vent. Voilà à peu près mon style, mais dans le style tahitien, qui est très rare et original aujourd'hui. C'est ce que tu vois là-dessus mon corps, le côté droit. Donc le tatouage aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pareil de ton époque. C'est pas ta position dans ta société. Si tu es un pète, si tu es un villageois. Maintenant, le tatouage aujourd'hui, c'est vraiment se lier au passé et porter la mémoire des ancêtres à vie. Et ceci, ce qui est très important, ça te renforce, conserve ton identité polynésienne. Les anciens, quand ils considéraient toutes choses autour d'eux sacrées. Les arbres, à l'époque, ils ne vont pas couper comme ça. Ils vont demander, ils vont parler à l'arbre, au dieu de la vallée. Après tout de suite, on replante un autre. Ils ont mis aussi des interdictions, on appelle ça le rahoui. Interdiction, là maintenant, il ne faut plus couper ces arbres. Interdiction maintenant de pêcher à cet endroit-là. Tu respectes, peut-être 3 ans comme ça le poisson a le temps de se reproduire. C'est vu ça depuis des centaines d'années avant le contact. Les Polynésiens, on n'a jamais eu de problème avec la nature. Parce qu'on respectait la nature. On ne la détruisait pas. Toi, l'humain, c'est la nature qui dit, viens ici, toi, l'humain. La nature se tient, passe à la caisse, l'humain. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce changement climatique, cette pollution, creuser les terres, jeter de l'huile dans l'océan. Et voilà, on va ramasser et jeter des générations futures. Les générations futures, eux, ils ne vont pas nous honorer. Au contraire, ils vont nous juger. Je suis rentré dans le monde du tourisme. Voilà mon autre travail après arrêté. Ces centaines de touristes américains. Je te posais la question, why do you guys come in here? Hein? Pourquoi venir ici? Pourquoi ils m'ont répondu, Tioté, you guys live in a dream. Vous vivez dans un rêve. Et vous êtes conscients de ça? Ils sont bourrés de fric. Beaucoup d'argent, américains, capitalistes. Et ils viennent voir la beauté chez nous, nos traditions et la nature. Et cette beauté de la nature, ce vert, cette paix, cette tranquillité, ce lien encore entre l'humain et la nature. Et nous, les Polynésiens, on vit dedans.